Être bourgmestre, c'est souvent dire non en fait. Je dis plus souvent non que oui. Moi, en fait, au départ, je suis chanteur et pianiste. Au début, je n'arrivais même pas à endormir, d'être insulté sur les réseaux sociaux où les gens qui ne me connaissaient pas se permettaient de me juger. Pour être un bon politique, il faut aller sur le terrain. Et ce que je reproche aussi à toutes ces histoires de cumul ou de décumul, c'est qu'en fait, on va faire des parlements où on n'a que des gens qui pensent en chambre et qui ne sont pas sur le terrain. Et je reste convaincu que les partis politiques, c'est has-been et qu'il faut arrêter de défendre une clientèle électorale, mais plutôt le bien commun. C'est Aristote le premier à l'avoir écrit. L'homme est un animal politique. Vous, moi, nous appartenons donc tous à cette étrange espèce. Pourtant, les politiques, ça reste souvent eux, les autres. Des drôles de bêtes qui, 23 siècles après le philosophe grec, restent insaisissables et souvent mal aimés. L'objet de ce podcast, c'est bien de remédier à cet échec de la zoologie politique contemporaine. Pendant les prochaines minutes, on vous offre donc un poste d'observation privilégié. Ouvrez grand les oreilles, soyez à l'affût. Voici une chance unique d'approcher et d'examiner au plus près un homme politique. Bienvenue dans notre podcast, l'animal politique. Bonjour Mathieu Perrin. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast produit par le mouvement Les Engagés. Vous êtes donc un animal politique. Après des études en journalisme, vous avez repris un master en sciences politiques qui vous a conduit à travailler auprès de différents ministres pendant une dizaine d'années. Vous êtes aujourd'hui un animal politique rural, puisque vous êtes le bourgmestre d'une petite commune de 10 000 habitants en province de Hainaut, les Bonvillers. Alors soyez tranquille, vous êtes ici en sécurité, nous ne vous voulons pas de mal, nous ne voulons pas vous dompter, encore moins vous envoyer à l'abattoir. Tout ce que nous souhaitons, c'est vous observer de près, de très près, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres politiques, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui se cache à la source de votre engagement. Mais avant de se lancer, et pour terminer votre présentation, voici un rapide questionnaire, 3 questions pour mieux vous cerner. Allez, on y va. Mathieu Perrin, vous êtes plutôt un homme de terrain ou un homme de dossier ? J'aurais voulu dire les deux, mais je vais dire terrain. Pour l'instant, je suis plus un homme de terrain que de dossier, en tant que bourgmestre. Mais j'ai été un homme de dossier quand j'étais chef de cabinet. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ? En fait, j'aime bien lier les deux, parce qu'en fait, je pense qu'il manque... En fait, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de dossiers, beaucoup de gens qui font que du terrain. Je pense que lier les deux, c'est vraiment bien. Donc, moi, je fais beaucoup de terrain et je fais beaucoup de dossiers dans ma commune aussi. Deuxième question, en tant qu'ancien chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, vous diriez que vous êtes plutôt produit bio ou plutôt circuit court ? J'aurais tendance à dire circuit court, parce qu'on peut très bien avoir de très bons produits qui ne sont pas bio en circuit court. Et enfin, troisième question, vous êtes plutôt futsal ou course à pied ? Je suis plutôt mini-foot, même si pour l'instant je suis blessé, mais je suis plutôt mini-foot. Je joue tous les mardis soirs avec mes amis depuis toujours, et donc ça fait peut-être 10-15 ans que je joue mini-foot à la salle du complexe sportif de Franegosli, qui est un des villages de la commune dont j'ai eu la chance d'être le bourgmestre. Parce qu'en étudiant votre page Facebook, en remontant le fil, j'ai trouvé des photos de vous, notamment lors de trails en montagne. C'est une expérience que vous avez vécue, ça ? Tout à fait. Donc, tout d'abord, j'ai fait Sierre-Zinal, donc j'ai fait 3 fois ou 2 fois, je ne sais plus, Sierre-Zinal, donc c'est une course de montagne assez connue, de 31 km où il y a plusieurs milliers de mètres de dénivelé. Et par contre, ce que je fais aussi beaucoup maintenant avec les enfants, c'est beaucoup de marches à la montagne, beaucoup de grosses randonnées. On va dans des refuges, on fait des 3000 mètres ou des 3500 mètres. On adore et j'adore marcher de manière générale. Il est temps déjà d'entrer dans la première partie du podcast, celle où on va vous observer en tant qu'animal politique. Alors, dans notre société, il n'y a pas besoin de faire un dessin, l'animal politique n'a pas bonne presse. Il inspire davantage la méfiance que la sympathie. Cependant, on a parfois l'impression que le bourgmestre est une espèce à part, qu'il parvient à conserver une image de bonhomie et un capital confiance important. C'est juste ça. Vous vous sentez comme une espèce protégée du regard des gens par rapport aux autres politiques ? Alors je dirais pas que je suis protégé du regard des gens, parce qu'en fait si bien quelqu'un se fait régulièrement houspiller, insulter sur les réseaux sociaux, c'est bien les bourgmestres, parce que contrairement aux députés, ministres ou autres, même si je ne fais pas de catégorie entre les gens, nous sommes en direct avec la population, et donc j'ai quand même pas mal de choses négatives sur mon profil Facebook, mais finalement je dirais quand même qu'on est aussi quand même protégé dans un sens, parce que quand on parle avec les gens, comme on arrive à régler des problèmes au quotidien,
on arrive vraiment à finalement à trouver des solutions pour les personnes. Et donc, très régulièrement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui parlent positivement de moi ou qui me disent que ce que je fais, c'est bien. Et donc ça te booste pour une journée totale quand quelqu'un te félicite pour quelque chose. Même si on ne fait pas de la politique pour ça, ben, ça fait quand même plaisir quand on dit que ça fonctionne bien, etc. Mais après, il faut accepter les remarques. Et j'avoue qu'au départ, j'avais du mal. Au début, je n'arrivais même pas à endormir, d'être insulté sur les réseaux sociaux où les gens qui ne me connaissaient pas se permettaient de me juger. Et finalement, depuis quelques mois, je veux dire, ça commence à couler. Alors, pas que je m'en fous de ce que les gens pensent, mais j'ai réussi à que ça ne m'atteigne plus autant de ce que ça pouvait m'atteindre avant. Parce que c'est quelque chose dont on souffre, ça, cette image négative de la politique. Mais en fait, parfois, je trouve souvent injuste parce que, en fait, généralement, 90% des gens qui font de la politique, ce sont des gens qui sont passionnés. Et donc, moi, par exemple, en tant que bourgmestre, j'ai dû réduire mon train de vie largement. Et donc, si je faisais ça pour l'argent, je ne ferais pas bourgmestre. J'irais travailler dans le privé. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de chef de cabinet, on m'a proposé plusieurs postes dans le privé que j'ai refusé parce que j'étais devenu bourgmestre. Et donc, il faut quand même bien se dire que les gens qui veulent gagner de l'argent, ils vont dans le privé, ils font consultant ou autre chose. Et donc, c'est vrai que parfois, on trouve ça injuste quand tu travailles 70 ou 80 heures semaine, que ton GSM est allumé 24 heures sur 24, que tu réponds aux gens 7 jours sur 7, que tu n'es jamais en vacances, pour ainsi dire, parce que comme tu es tout le temps, tu as toujours une charge mentale de ta commune, tu te dis, mais parfois c'est vraiment injuste les insultes ou même les critiques que tu reçois, mais j'ai appris à dealer avec et finalement, je m'en sors bien pour le moment et finalement je suis je suis de nouveau motivé, entre guillemets, parce que parfois ça te décourage de recevoir autant d'aspects négatifs. On a souvent, en tant que bourgmestre, ce qui impacte souvent les gens, c'est la mobilité. Et donc, je propose, par exemple, qu'on refasse une rue, qu'on mette un aménagement de mobilité. Eh bien, j'ai les 100 autres rues qui disent « et ma rue », et c'est un scandale, alors que c'était a priori une bonne nouvelle, et finalement, c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres, parce qu'ils s'estiment lésés. Mais tout ça, avant, j'avais du mal. Maintenant, j'ai appris avec, en disant « je ne sais pas tout faire, je suis un être humain comme tout le monde ». Et donc, on essaie de mettre des priorités, j'essaie d'expliquer pourquoi on a choisi ces priorités. Et vous dites quoi? Que c'est pas vous qui êtes visé, mais la fonction finalement, et que c'est... Tout à fait. Et alors, à partir du moment où j'arrive toujours à me regarder dans un miroir le matin, que mes amis, depuis toujours, parce que j'ai plein d'amis en dehors de la politique, me disent que je fais est bien et que je dois continuer comme ça, j'ai l'impression que je suis dans le bon et que c'est parce que j'ai des pressions de partout, des pressions de riverains qui veulent qu'on refasse leur trottoir, des pressions de sport qui voudraient qu'on leur donne plus de subsides, etc. Et en fait, être bourgmestre, c'est souvent dire non, en fait. Je dis plus souvent non que oui. Et en fait, le problème, c'est de la manière de dire non. Et ce que les gens pensent qu'ils veulent, c'est avoir une explication. Et quand tu expliques les choses, et pourquoi tu fais ça, pas ça, 90% des gens comprennent parce que sont raisonnables en disant, ben oui, effectivement, on ne sait pas faire tous les trottoirs de la commune, on ne sait pas faire tous les travaux qu'on voudrait. Et donc, généralement, 90% des gens, avec une explication, c'est accepté. 10%, mais que je n'arrive pas à convaincre, mais tant pis, ils ne sont pas contents, mais ils n'ont qu'à se présenter, ils ont qu'à essayer de mieux faire comme moi, j'ai pas de soucis, c'est la démocratie, donc qu'ils n'hésitent pas à venir dans le débat politique. C'est ça la différence avec les députés ou les ministres, c'est le fait que les leviers soient beaucoup plus courts en tant que ministre, les leviers d'action, et que du coup le résultat entre l'action politique et les résultats de terrain se voit beaucoup plus. Alors ça se voit beaucoup plus, même si je trouve déjà qu'à la commune, tout est trop long, le temps administratif est trop long, le temps des marchés, le temps des tutelles, c'est vraiment trop long. Mais ce qui est sûr, c'est que on a des résultats sur le terrain très rapidement. Et d'ailleurs, on l'a vu à la fois pour le Covid ou à la fois pour les Ukrainiens, parce qu'on a dû accueillir pas mal d'Ukrainiens dans notre commune, on a eu 37. La région wallonne devait soi-disant trouver des endroits pour mettre les Ukrainiens à court et moyen terme après que les familles aient accueilli. Et donc nous, en fait, on a bien vu que la région wallonne ne faisait rien. Donc très rapidement, on a su mobiliser des bâtiments chez nous, des hébergements, et on a trouvé des solutions pour les personnes. Et donc ça, c'est typiquement des choses qui te font plaisir en disant
on sait encore répondre aux demandes des citoyens, parce que, allez, on le voit pour l'énergie maintenant, en fait, la seule réponse du gouvernement fédéral, c'est de dire c'est l'Europe qui doit trouver une solution, et donc ça montre vraiment que le politique n'a plus de pouvoir dans un monde mondialisé, alors qu'à la commune, on a encore beaucoup de pouvoir, mais pas de manière péjorative, un pouvoir de faire changer les choses directement, localement pour les habitants, et c'est ça que j'adore dans ce métier. On voit l'effet de son travail Tout à fait. Directement. Des animaux politiques, vous en avez fréquenté beaucoup et depuis longtemps maintenant. J'ai lu dans une interview qu'au moment où vous êtes devenu bourgmestre, vous étiez plutôt dans un état d'esprit assez méfiant vous-même par rapport à la politique. Il y avait eu l'affaire Publifine, vous aviez l'air d'être fort affecté par tout ça. Aujourd'hui, vous jetez quel regard sur les êtres politiques ? Est-ce que votre mission de bourgmestre vous a réconcilié avec le monde politique ? Alors j'aurais tendance à dire que j'ai clairement été abîmé dans ma tête, parce que j'étais chef de cabinet à ce moment-là en plus, lors des affaires Publifin, mais toutes les affaires qu'on suivi, parce qu'il y a eu plein de choses. Et je trouve qu'en fait, on a sorti un bazooka pour 99% des gens qui font ça par passion, par travail, etc. Et donc, quand je vois toutes les obligations qu'on a maintenant, c'est un peu en termes administratifs, c'est vraiment énorme. Déclaration de mandat, déclaration à la Cour des comptes, etc. Sans que ce soit vraiment trop informatisé, il faut remettre toujours la même chose, etc. Je trouve ça un peu trop. Mais d'un côté, je pense que c'est un mal nécessaire, parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui essaient de s'échapper, et on le voit encore dans l'actualité, que certains OG Fonds ou Intégral encore maintenant, où les CEO ont essayé de bypasser. Et donc, j'avoue, j'étais fort dégoûté, et aussi dégoûté aussi de la vindicte populaire, où en fait, moi, je n'ai jamais piqué un seul franc. J'ai toujours, pour moi, c'est le bien commun. Et au contraire, si j'avais fait une carrière dans le privé, qu'on m'a déjà proposé à plusieurs reprises, je me serais pas ennuyé pendant les week-ends où je dois aller à des obligations, etc., travailler les soirées, ma femme râle sur moi parce que j'ai 5 ou 6 soirs semaine où je suis pas à la maison. Je trouvais ça injuste en fait. Et je me disais, pour 5 ou 6% qui ont gagné des millions, qui se sont servis dans la caisse, eh bien toute la classe politique. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai failli arrêter la politique en me disant, pourquoi continuer ? Et donc c'est pour ça que j'ai fait en fait une liste citoyenne au Bonvillers, où j'ai essayé de réunir tous les partis, parce que je reste convaincu, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au mouvement des engagés, je reste convaincu que les partis politiques c'est has-been, et qu'il faut arrêter de défendre une clientèle électorale, mais plutôt le bien commun. Et en fait, tous les gens qui veulent s'investir pour ça, qui viennent finalement dans le mouvement que j'avais créé à l'époque, Citoyen Bonvillersois, et maintenant dans les engagés. On va mettre un peu de côté la fonction de bourgmestre pour le moment, puisque vous êtes bourgmestre depuis 2018, mais votre activité politique, elle avait commencé bien avant. Et pendant les 10 années précédentes, vous avez accumulé beaucoup d'expérience au sein des cabinets ministériels. Et là, vous avez touché un peu à toutes les compétences. Vous avez fait de l'économie, de l'emploi, de la fiscalité, l'agriculture. Ça, on se demande de l'extérieur, comment ça marche en fait ? Comment on peut être compétent un jour sur des questions d'emploi et quelques mois plus tard sur des questions liées à l'agriculture ? Alors, la première chose, c'est que contrairement à d'autres cabinets, dans les cabinets ex-CDH, on devait passer des entretiens. Donc moi, je ne connaissais personne au niveau des cabinets. J'ai pas de papa ou de maman en politique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'avais pas de connaissances. Et donc, en fait, tout ce que je savais, c'est que je m'étais mis sur une liste en 2006 au niveau communal en tant que candidat d'ouverture. Je n'avais pas encore ma carte de parti à l'époque. J'étais candidat indépendant. Et en tout cas, j'étais proche du centre. Ça, j'étais sûr que je ne voulais pas défendre une telle ou telle clientèle. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai passé un entretien. Donc, c'était chez André-Antoine, cabinet en 2008, où finalement j'ai passé un entretien oral et écrit et j'ai été classé deuxième. Il ne prenait que le premier et finalement il y a une deuxième personne qui est partie à l'époque et donc ils m'ont rappelé en me disant mais finalement on a quand même une place pour toi. Donc j'ai commencé la politique comme ça et en fait il n'y a rien à faire, en fait c'est du travail. Donc je ne suis pas devenu expert, au départ je m'occupais des fonds structurels, je ne suis pas devenu expert des fonds structurels en 2 minutes. Donc ça veut dire c'est beaucoup lire, c'est beaucoup travailler et donc dans les cabinets, voilà, j'ai toujours eu l'habitude de travailler beaucoup. Voilà, c'était 10, 11, 12 heures
par jour, et voilà, il n'y a rien à faire. Mais ce qui est vrai, c'est que de l'extérieur, ça peut paraître comment cette personne peut s'autoproclamer experte en... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi une administration qui travaille pour nous, dans un cabinet. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir toutes les compétences en nous. Il faut trouver les bonnes compétences au sein de l'administration, et il faut s'appuyer sur l'administration, ce que je regrette, l'ensemble des cabinets, y compris nous à l'époque, on n'a pas assez fait, parce que l'administration est encore trop mis de côté, je trouve, au sein de la Wallonie, mais c'est un peu partout, au fédéral, en communauté française. Il y a cette espèce de volonté de recréer une administration au sein d'un cabinet, alors que moi je trouve qu'il faudrait plutôt laisser les compétences au sein de l'administration et avoir un cabinet plus restreint. Ça c'est un peu ma vision, mais pour l'instant ce n'est pas possible de le faire, parce qu'on n'a pas la majorité pour le faire, et que certains ont beaucoup d'intérêt à maintenir des pléthores de cabinets pour permettre en fait de caser certaines personnes, parce que au sein de certains cabinets, il y a des gens parfois qui ne travaillent pas. Vous faisiez quoi avant de faire de la politique ? Alors, ce que je faisais, en fait, je n'ai toujours fait que de la politique. Donc, ça veut dire que moi, je suis parti 1 an aux États-Unis après Mareto, puis j'ai fait une licence en journalisme, puis une licence en sciences politiques, et j'ai directement postulé dans un cabinet. Et donc, moi, je suis clairement un professionnel, entre guillemets, de la politique, même si j'aime pas dire ce mot-là. Alors, dans la population, parfois c'est mal perçu. Ah oui, c'est quelqu'un qui vit au crochet de la politique, etc. Sauf que moi, je me sens pas du tout illégitime de faire ça comme carrière, en disant heureusement qu'il y a des gens qui connaissent le milieu politique et qui sont compétents dans certaines matières pour pouvoir faire avancer les dossiers. Parce que si on renouvelle trop, je ne parle pas des gens élus, mais plutôt des gens qui sont dans l'ombre, qui font le travail de long. Moi, j'ai acquis une compétence que j'applique tout le temps dans mon métier de bourgmestre maintenant. Exemple, la commune des Montvillers n'a jamais eu autant de subsides que les 3 années depuis que je suis bourgmestre. On a eu plus de subsides en 3 ans qu'ils en ont eu en 24 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai appris la mécanique de savoir comment déposer un subside, comment gérer un dossier, comment... C'est pas parce que vous avez le bras long et que vous avez Non, des ça n'a rien copains. à voir. En plus, je suis même pas dans la majorité, donc on peut pas me taxer de ça. Et en fait, ça ennuie même les bourgmestres qui sont de la bonne couleur, parce que, en fait, je sais comment, au sein des cabinets, au sein de l'administration, ils vont sélectionner Et donc, je réponds ce qu'ils veulent entendre. Je ne dis pas que ça va dans ce sens-là, qu'on va faire exactement le même projet, mais en tout cas, je réponds par le subside. Et donc, il y a plein de choses que je fais et que j'acquiers. Et en fait, moi, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui fassent des carrières dans l'ombre en politique. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est que... en fait, les gens qui restent longtemps en politique, c'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est des gens qui restent au même poste, au même endroit, et qui forment une sorte de petite baronnerie, de clan, etc. Ça me dérange pas qu'on soit député un jour, puis ministre, puis on descend en bourgmestre, machin. Le but, c'est que on change un peu d'air et qu'on soit pas tout le temps au même endroit. En fait, avoir trop les mêmes personnes au même endroit, pour moi, ça pose problème. C'est pour ça qu'il faut du renouvellement, mais ça veut pas dire éjecter les gens. Ça veut dire qu'au lieu d'être au fédéral, on a la région. Et donc, je sais bien que parfois, ça peut mal passer chez les citoyens, mais je suis convaincu que les meilleurs députés, les meilleurs ministres, les meilleurs bourgmestres, ce sont des gens qui ont une expérience politique dans les cabinets, c'est sûr. C'est pour moi, à choisir, même si j'étais plus en politique, à choisir entre 2 personnes qui a fait un cabinet et qui n'a pas fait de cabinet pour devenir bourgmestre qui me succède, je prends le gars qui a fait le cabinet. C'est sûr qu'il aura les techniques pour pouvoir rentrer dans les dossiers, parce qu'on est tout le temps en contact avec les autres niveaux de pouvoir. Donc on ne peut pas vivre sur une île déserte par rapport à ça. Comment vous avez mis le premier pied en politique ? Comment vous avez basculé ? Qu'est-ce qui a allumé la mèche chez vous, l'étincelle, pour vous intéresser à ce monde ? Moi, mon engagement en politique, c'est en fait le prolongement de ma vie associative. J'ai toujours été engagé dans pas mal d'assos. J'étais animateur responsable de mon jeunesse. J'étais dans le comité des fêtes de mon village. J'ai été président de cercle à l'ULB. Et donc, j'ai toujours fait pas mal de choses. Et en fait...
Donc l'engagement pour moi normal. Et en plus de ça, un jour j'avais un projet en tant qu'animateur responsable dans ma commune pour peindre des obètes de bus. J'avais écrit un courrier et puis un deuxième courrier au bourgmestre qui ne m'a jamais répondu à l'époque. Et donc j'avais été une fois en conseil communal, voir un peu comment ça se passait, et j'ai vu qu'à l'époque le CDH défendait les mouvements de jeunesse dans un autre point. On ne parlait pas de mon cas, et donc comme moi, je suis des mouvements de jeunesse, que mon ADN c'est l'associatif et que le CDH aussi a toujours eu une volonté de défendre tout le monde et pas que l'État où on retrouve le PS ou la main libre, on va dire, des libéraux. Nous, il y avait l'associatif qui était important. Eh bien, je me suis rapproché d'eux et après, voilà, finalement, j'ai été sur les listes parce que je voulais faire bouger des choses dans ma commune, parce que je trouvais que le bourgmestre, à part les choses organisées par la commune, ne voulait pas aider les associations et d'autres, alors que pour moi, le secteur associatif, c'était super important. Donc voilà, la petite histoire, c'est que j'ai jamais fait ces obètes de bus, mais je suis rentré en politique. Voilà. J'allais vous demander justement comment est-ce qu'on choisit son parti politique, mais vous venez de le dire, en gros, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes rendu compte qu'il défendait les mêmes objectifs que les vôtres ? Tout à fait. Donc, je suis rentré, moi, en politique parce que le parti CDH dans lequel je suis rentré défendait l'associatif et défendait tout ce qui était initiative, on va dire, locale et pas spécialement que étatique, même si je n'ai rien contre l'État, donc l'État peut faire des choses. Donc non, c'était l'élément déterminant. Mmh. J'ai retrouvé un reportage de Télésambre juste après votre élection en tant que bourgmestre. On vous voyait jouer au mini-foot, justement, comme vous en parliez tout à l'heure avec vos potes, et vous disiez j'espère qu'ils vont continuer à me voir comme leur ami et pas comme un bourgmestre. Ça a été le cas ? Mais oui, je pense. Après, il n'y a rien à faire, il y a des formations professionnelles. Donc, que je vois mes potes ou n'importe qui, tout le monde me parle d'un truc sur la commune. Hein. Donc, chacun... Il y a autant de... C'est comme les enseignants. Il y a autant de parents qui se voient enseignants et qui disent ce qu'il faudrait faire, ou de gens qui se voient virologues parce qu'ils savent comment faire. Il y a autant de gens qui se projettent bourgmestre en disant « tu devrais faire ci, ça, là ». Mais... Voilà, c'est toujours bon enfant. Et maintenant, j'ai appris à dire non. Donc, quand je suis dans mon privé, quelqu'un, par exemple, vient je vais à 8h du matin chercher mes petits pains au chocolat avec mes 4 enfants. Avant, quelqu'un m'interpellait, mon trottoir, ou les mauvaises herbes, ou j'aimerais bien vous rencontrer. Avant, je parlais avec eux, ils me prenaient 10 minutes. Mon moment avec mes enfants était mort. Et donc, ce que je fais maintenant, écoutez, là, je suis avec mes enfants, mais n'hésitez pas à me téléphoner plus tard dans la semaine, je prendrai rendez-vous. Et donc, maintenant, j'ai appris à trouver certaines techniques pour calmer, me protéger et avoir encore des moments particuliers en famille, parce que comme tu es un personnage public et que tu vis et que tu travailles à l'endroit où tu vis, et donc le problème c'est que si je ne mets pas des limites, les gens viennent tout le temps. Les gens au début venaient sonner chez moi tout le temps, ils me rapportaient des panneaux, ils me disaient qu'il y avait des déchets sauvages à tel endroit. Maintenant, c'est ma femme qui répond et elle est désagréable, et donc les gens ont compris, on vient pas ennuyer Perrin chez lui. Mais ils peuvent venir à la commune, ils peuvent me téléphoner quand ils veulent, mais mon épouse n'a pas à subir mon engagement politique, elle le subit déjà assez, donc si elle peut maintenir un minimum de privé, elle le garde, oui. Ouais, vous anticipez une question qui venait plus tard sur les limites, justement, parce que pour les bourgmestres, il y a souvent ce syndrome de la fête du boudin, hein, vous êtes sollicité un peu tout le temps pour des inaugurations, pour des fêtes de ceci ou de cela. Ça déborde largement le cadre d'un horaire de travail normal, la vie de bourgmestre. Tout à fait, mais alors moi j'ai cette chance que j'adore aller à toutes les foires boudin. Donc je ne dois pas me forcer d'y aller. Le problème c'est que je dois trouver un juste équilibre, parce que comme j'ai 4 enfants et une épouse, il faut quand même que je puisse garder, donc j'essaie de les faire venir de temps en temps, ils viennent pour me faire plaisir, pour qu'on soit ensemble, mais donc le problème c'est que j'ai toujours du mal à y aller, parce que je dois quitter le foyer familial le dimanche à 10h, on se lève péniblement, machin, et une fois que j'y suis, en fait, j'ai du mal à partir. Parce que les gens sont sympas. Et là, je suis en mode total bourgmestre. Donc, les gens peuvent venir me parler, etc. Par contre, si je vais à un endroit où j'ai envie de faire un truc de famille, je ne vais plus sur les Bonvillers. Je vais plus loin. Mais je trouve toujours comme quelqu'un qui me connaît. Pour être plus calme et que les gens... Ah, ça tombe bien, j'aimerais bien vous parler. Et donc, maintenant, j'ai appris à dire, écoutez, là, je suis avec mes enfants. Donc voilà. Mais effectivement, les horaires, parfois, et en période de crise, on a souvent des crises pour le moment, c'est long, mais après,
dans ces horaires-là, il y a aussi de la fête, hein. Il y a aussi de la représentation, et moi, je ne vais pas trop me forcer pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre, on va dire, le terrain et aussi les dossiers. Donc, en fait, tu as une semaine où tu fais beaucoup de dossiers, et puis la même semaine, tu dois faire beaucoup d'événements. Et donc, en fait, tu dois cumuler ça, et c'est parfois un peu compliqué d'un point de vue foi. Donc, voilà. Et ça fait vraiment partie de la fonction ? Alors, il y a des bourgmestres qui vous diront qu'ils ne vont à rien. L'ancien bourgmestre chez moi précédemment n'allait qu'à des choses vraiment officielles où il était obligé d'aller. Moi, le problème, comme j'aime bien y aller, et en plus, je fais campagne et c'est ma marque de fabrique, c'est que je suis accessible et que je vais sur le terrain. Et donc, j'aime bien en fait parler aux gens. En plus, tu prends la température et en fait, pour être un bon politique, il faut aller sur le terrain. Et ce que je reproche aussi à toutes ces histoires de cumul ou de décumul, c'est qu'en fait, on va faire des parlements où on n'a que des gens qui pensent en chambre et qui ne sont pas sur le terrain. Pour moi, les meilleurs députés, c'est les députés échevins députés ou bourgmestres députés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doivent cumuler les rémunérations, parce que ce n'est pas ça le but, mais ceux qui sont les meilleurs députés, c'est ceux qui cumulent. Et donc, je sais bien que c'est un peu dans le discours inverse de ce que les gens pensent, mais je peux vous jurer, regardez l'activité et la connaissance du terrain permet de faire des bonnes interventions, de choisir des bons décrets ou des bonnes lois. Et donc moi je suis convaincu qu'il faut une proportion de députés qui sont bourgmestres et échevins. On entre maintenant dans la deuxième partie du podcast, celle qui va s'attacher plus à étudier le comportement de l'animal politique, donc votre fonction en tant que bourgmestre. Première question, c'est une bonne situation ça, bourgmestre ? D'un point de vue pécunier ? En général. Alors, je dirais que les bourgmestres, si j'étais ministre des pouvoirs locaux, c'est la première chose que je ferais, je revaloriserais les bourgmestres des communes rurales. J'ai des responsabilités, donc je suis responsable de la sécurité. Il y a quelqu'un qui tombe dans un trou à la commune, c'est moi qui pénalement est responsable. Et donc, je suis appelable tout le temps. Je vais sur les incendies, les accidents de voiture, les inondations. Et donc, à un moment, je dis, mais à un moment, c'est pas du tout valorisé. Par exemple, pour moi, quand je vois ce que gagne un député, alors qu'un député, oui, il faut qu'il gagne bien sa vie pour qu'il ne soit pas corrompu, mais je trouve qu'il y a une sorte de disproportion, et surtout que en Wallonie, en tout cas, au plus tu as des habitants, au plus tu gagnes ta vie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Et en même temps, au plus tu as des habitants, au plus tu as une grosse équipe pour t'aider. Une grosse équipe. Et donc, moi, ce que je reproche, c'est que, par exemple, à Ville de Charleroi, ils gagnent très bien leur vie. Et en plus de ça, ils ont chacun un cabinet, tant mieux pour eux, où ils ont 6-7 personnes qui travaillent pour eux. C'est-à-dire qu'un échevin ou un bourgmestre d'une grande ville pourrait ne jamais être en contact direct avec les gens. Personne n'a son GSM, etc. Moi, j'ai 9500 personnes comme mon GSM. J'ai personne dans mon cabinet. Et donc, je suis en face-to-face avec les gens en permanence. Et en termes de charge mentale, donc voilà. Donc moi, en fait, là, ça me plaît, mais je pense que je ne ferai pas ça toute ma vie. Je changerai. Là, j'ai clairement envie de me représenter en 2024 comme bourgmestre, que j'ai lancé plein de projets que j'ai envie de terminer. Mais voilà, la situation... Donc, d'un point de vue pécunier, on n'a pas à se plaindre, mais ce n'est pas non plus Byzance. Par rapport au nombre de temps de travail passé à faire ça. Et donc moi je plaide clairement pour que les bourgmestres des communes rurales soient revalorisés, parce qu'en fait, au plus ta commune est petite, au plus tu travailles, parce qu'au plus tu dois mettre la main à la pâte. Moi, il y a combien de dossiers que je dois faire moi-même, parce que l'administration est plus petite, etc. Il ne viendrait jamais à un bourgmestre d'une ville moyenne ou une grande ville de rédiger un formulaire pour un subside. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et donc je suis là parce qu'il faut terminer un... Enfin, moi, j'ai un échevin, par exemple, il se connaît bien en mécano, il nous manque un mécano, c'est lui qui va réparer le truc, pour vous dire un peu dans quel état sont les communes. Donc, en fait, on est engagé à 150%, et donc, on ne fait pas ça pour l'argent, ça c'est clair. Et alors, pour répondre à la situation en termes de ce qui est gai, et ça je ne vais pas m'en cacher, tu vas à n'importe quel endroit au Bonvillers, bonjour monsieur le bourgmestre, etc. C'est quand même sympa que les gens te reconnaissent, moi j'ai toujours aimé, et donc, et en plus, moi j'aime bien être connu, dire bonjour aux gens, et donc ça c'est un peu le côté sympa, mais globalement, t'as plus les pots de fleurs que les trucs sympas, donc voilà, il y a quand même aussi des choses un peu négatives. Ouais. Sans le faire en intégralité, mais ça ressemble à quoi la semaine type d'un bourgmestre ? Ben, en fait, ça commence... En fait, la semaine ne se termine pas parce que le vendredi, samedi, dimanche, on a déjà plein d'activités. Je prends l'exemple, je ne sais pas, il y a 2 semaines, c'était une Ducasse dans ma... la Ducasse, il faut au moins passer une fois tous les jours. Puis, pendant la Ducasse, tu as un autre souper qui se passe ailleurs, tu vas dire bonjour au souper, même si tu ne restes pas tout le souper. Donc, le vendredi, samedi, dimanche.
Puis tu as peut-être parfois des inaugurations officielles, donc tu vas. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, le côté festif, mais qui prend quand même sur ton temps. Bien sûr, tu as des coups de téléphone, des mails et des messengers Facebook non-stop, donc que ce soit le week-end à 2h. Donc moi, j'y réponds tout de suite. Donc j'y réponds tout de suite parce que il y a un déchet sauvage ou il y a une inondation, il y a un tuyau qui coule. Voilà, donc ça, voilà. Et puis, je dirais que je commence le lundi. Je vais conduire mes enfants à l'école parce que je m'occupe encore d'eux le matin. Entre 7h et 8h30, j'ai déjà reçu 3 ou 4 coups de téléphone des gens. Ah, il y a ci à gérer. Ah, il y a une inondation là-bas. Ou il y a une panne d'électricité. Ah, j'annule la réunion là parce que donc je reste tout le temps accroché à mon téléphone. D'ailleurs, mon épouse m'ennuie par rapport à ça, mais elle a raison. Et alors après, en fait, la journée se déroule. En fait, j'ai blindé de réunions tout le temps. Et alors, je dois préparer mes réunions parce que j'ai pas de cabinet qui me prépare les réunions. Donc, les notes, les discours, la communication que je vais faire sur Facebook, etc. Tout ça, c'est moi qui fais. J'ai personne qui. Alors, j'utilise les inputs ou les contributions venant de l'administration parce que c'est eux qui donnent le contenu. Il y a pas mal de choses que je fais. Et donc, généralement, j'ai des réunions et des préparations de réunions la journée. Et puis en soirée, j'ai au moins 3 ou 4 soirées prises par soit des réunions citoyennes, des réunions obligatoires, des réunions de préparation de conseil communal. Et donc, c'est quand même beaucoup de soirées où tu te prives de voir tes enfants, etc. Donc, c'est comme un investissement. Les gens qui feraient ça pour le pognon et qui ne sont pas passionnés, à mon avis, ils changeraient vite parce que c'est quand même, tu prends quand même sur ta famille. Donc, tu trouves d'autres moyens. Ça veut dire que parfois, tu essaies de mettre la réunion à 8h30 pour pouvoir manger avec ta famille ou des choses comme ça. Mais donc, tu trouves des alternatives. Mais en fait, globalement, c'est des soirées, beaucoup des réunions le soir et des préparations. En fait, globalement, c'est beaucoup de réunions. Et ce que je fais la journée, c'est j'essaie d'aller sur le terrain. Problème de mobilité, je vais sur le terrain, je fais venir le chef des travaux, la conseillère en mobilité, et puis on décide de ce qu'on fait. Et la personne qui se plaint ou qui estime qu'il y a un problème et qu'il faut régler. Et donc, c'est beaucoup de contacts. J'ai beaucoup de contacts la journée avec plein de gens. Et ce qui est vraiment gai, là, en fonction de bourgmestre, ce qui est vraiment passionnant, c'est le fait que tu touches à toutes les matières. Et donc, ça peut être du décès d'une personne qu'il faut régler parce qu'il y a un problème administratif, en passant par le permis d'urbanisme, à développer du sport, des problèmes de mobilité, en passant par une inondation, un incendie, un problème de sécurité. Et donc, c'est très, 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 très varié. Et tout ça, c'est 24 heures sur 24. Oui. On vous appelle parfois la nuit. Tout le temps, oui. En fait, les gens commencent à devenir raisonnables. Non, pas tout le temps, mais je dirais que par mois, une fois par mois, on me téléphone à des heures totalement... par mois, une fois par semaine au moins, à des heures totalement inappropriées. Et donc voilà. Pour des choses importantes ou pas nécessairement ? Alors, généralement, je préfère être tenu au courant pour une chose non importante qu'il se passe un truc et après que ça foire complet parce que j'ai pas géré le bazar. Et donc, ce que j'aime bien, donc, quand il y a un incendie, un accident avec un mort, etc., j'aime bien être contacté pour être prévenu. Parce que arriver à un endroit et puis tout le monde est au courant que tu n'es pas au courant alors que tu es le premier citoyen de la commune, ça ne le fait pas. Et alors, mais par exemple, pour les incendies, l'autre fois j'avais un incendie, la dame, elle ne sait pas où loger, je lui retrouve un logement, il est 2h du matin, il faut lui retrouver un logement, on téléphone à sa famille, il n'a plus de GSM, on l'aide, tu vois. Et donc on intervient, ils ont vraiment quelqu'un sur qui ils peuvent compter en disant, au dernier recours, et si vraiment ils n'ont pas de problème, et si vraiment un cas d'urgence, ils téléphonent au 112. Mais le 112 va revenir, ils vont régler le problème de santé, etc. Mais après, la personne, non, ils ne vont pas la prendre. Ils téléphonent au bourgmestre. Voilà, on a une personne qui ne sait plus où être logée. Nous, on part, il faut s'occuper d'elle. Et donc ça, c'est moi qui prends le relais. Ouais. On tient tout un mandat comme ça, à ce rythme-là ? On tient parce que, par exemple, la personne à qui j'ai retrouvé on a trouvé une solution pour elle et le fait d'avoir trouvé une solution pour elle, en termes de dopamine dans ton cerveau, c'est génial. Alors, je ne dis pas que je fais ça pour ça, mais ça te donne une satisfaction assez... et donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne trouvent pas de sens à leur boulot. Là, en termes de sens, c'est génial. L'autre fois, j'avais un cas qui était pas mal. Je leur dis que j'écrirais un livre avec toutes les histoires que j'ai vécues. J'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau qui est SDF sur la commune. Je ne savais même pas qu'on avait des SDF dans notre commune rurale. Il met ses 2 pieds sur mon bureau qui sont pleins d'engelures. Et donc, il me dit,
Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Mais écoutez, voilà, ça fait 2 semaines que je dors dans ma voiture et je bouge, mais là, j'ai plus d'essence, machin, et je viens trouver une solution près de vous. Et donc, je dis, mais vous n'avez pas des enfants, de la famille? Oui, mais ma fille ne parle plus, etc. Donnez-moi le numéro de votre famille. Je téléphone. Et donc, j'ai réussi à convaincre la fille qu'elle se rabiboche avec son papa, et le soir, il dormait dans le fauteuil. Et donc, c'est tous des trucs, parce que tu fais aussi un peu assistante sociale, hein. Et donc, c'est tous des trucs que tu... voilà, j'ai une personne qui est venue dans mon bureau qui voulait se suicider. Et donc, elle part, je peux pas la laisser partir si elle me dit qu'elle va se suicider. Et donc, elle vient en dernier recours. Donc, elle avait pris un rendez-vous, pour te dire. Elle a pris un rendez-vous avec moi pour me dire qu'elle allait se suicider et qu'il fallait l'aider. Elle voyait plus le bout, elle perdait la garde de ses enfants, son mari était en prison. Enfin, elle avait vraiment une situation un peu compliquée. Et donc, finalement, j'ai essayé de la raisonner. J'ai téléphoné à son psychiatre, machin. Et finalement, j'ai téléphoné à la famille pour qu'elle soit entourée. Mais tu vois, c'est des choses. Et maintenant, ça va bien, elle a retrouvé, elle remonte la pente. Et peut-être que j'avais dit, attends, j'ai rien à faire, je suis bourgmestre, moi je m'occupe de dossiers, je m'occupe pas de gens. Et donc, des cas comme ça, je peux en citer des dizaines de milliers, des dizaines. Et donc, ce qui veut dire, c'est que tu as vraiment un impact, et il y a vraiment peu de boulot où tu peux avoir un impact aussi direct sur le quotidien des gens. Et ça, c'est vraiment ça qui me plaît, qui me passionne. Donc il y a toutes ces actions liées vraiment au quotidien des gens. Ouais. Et puis, il y a des missions aussi de plus grande ampleur, hein. Les crises, elles se sont enchaînées. Ça a été la sécheresse cet été, ça a été les réfugiés ukrainiens, vous les avez évoqués tout à l'heure. Avant ça, évidemment, le coronavirus. D'ailleurs, votre bannière sur votre page Facebook, c'est toujours hashtag restez chez vous, ensemble contre le corona. Oui, d'accord. Ça, c'est parce que je dois encore le changer. Est-ce que le temps s'est un peu arrêté pour les bourgmestres à ce moment-là quand le temps s'est pas arrêté parce que moi j'ai toujours continué à communiquer et je n'ai jamais eu autant de gens qui me suivent sur ma page et sur mon profil parce que moi je faisais des résumés du Codeco parce que les gens en fait demandaient, en fait les gens ne savaient plus écouter Alexandre De Croo parce que c'était très anxiogène pour les gens, donc en fait ils se disent Perrin va faire un résumé, il aura déjà dit ce qui se passe sur la commune, et donc j'avais plein de gens qui disaient, et donc moi je suis très 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 fort investi dans la crise de Covid. D'ailleurs, on était une des communes en Wallonie qui était la première à distribuer des masques en tissu dès fin avril, début mai, ce qui était déjà très rapide à l'époque en 2020. Et donc, oui, en fait, le temps s'est arrêté, mais c'est parce que j'ai pas personne pour changer mon profil. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai changé, j'ai fait des photos et je vais changer de photo. Et donc, j'ai changé ma bannière parce que chaque fois que je vais dessus, je dis il est vraiment temps de changer, mais j'avais pas trouvé une photo qui me plaisait, donc mais ça va changer dans les quelques jours à venir. Vous avez évoqué déjà pas mal d'anecdotes de bourgmestre. Pour clôturer cette partie, est-ce qu'il y a le souvenir le plus inattendu, de la chose la plus inattendue, ce que vous attendiez pas à faire en tant que bourgmestre? Ça a été quoi au cours de ces 3 années? Un souvenir que j'aime. En fait, ce que j'aime bien, dès que je rentre dans un chapiteau, les gens commencent à chanter « C'est la tournée du bourgmestre ». Alors, je ne mets jamais de tournée, mais c'est pas grave, ça me fait rire. Et ça me fait rire, et je trouve ça plutôt sympathique, tu vois. Et donc, parce que voilà, moi, en fait, j'ai jamais fait de voix en mettant des verres. Alors oui, je mets un verre. Si quelqu'un vient avec moi, on va à un endroit, je vais lui mettre un verre, il va me mettre un verre, mais ça ne me mènerait jamais à l'idée. Je mets une tournée générale au chapiteau. Je fais pas des voix comme ça, je fais des voix par la proximité, en parlant aux gens, en tentant de régler les problèmes, même si dans beaucoup de cas je ne sais pas les régler, mais donc voilà. Donc un souvenir, et encore maintenant, les gens chantent tout le temps, c'est la tournée du bourgmestre, ça me fait marrer, donc voilà. Allez, encore une petite dernière question. Est-ce qu'en tant que bourgmestre, on se sent parfois sous-exploité par rapport à la politique régionale ou fédérale? Vous l'avez dit tout à l'heure, les bourgmestres, c'est quand même un peu les premiers capteurs de terrain. Est-ce qu'il faudrait un lien plus direct, plus soudé entre la tête des partis politiques et leur bourgmestre, par exemple? Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, en fait, on arrivera à réunir le citoyen et la politique en passant par les mandataires locaux, parce qu'on parle de bourgmestre, mais ça pourrait être échevin, président de CPS ou même conseillers communaux. Pour moi, c'est via ce canal-là qu'il faut prendre la politique, et les gens, en fait, je trouve que toute personne, tout ministre, tout député devrait au moins avoir été bourgmestre ou échevin ou conseiller communal pour qu'ils se rendent compte dans quoi ils vivent. Parce que franchement, quand je vois par exemple certains castings, je sais pas moi, les castings écolos, où on a des gens, oui, on vient de la société civile et donc ça fait beau maintenant la société civile, mais je suis convaincu qu'il y a une
perdition, une perte énorme pour la compétence de la personne qui a repris, qui vient de la société civile. Alors il y a peut-être parce que ne connaît pas le terrain, ne connaît pas les vrais problèmes du terrain. C'est facile de dire oui, je sais pas, si je prends Céline Tellier, Inter-Environnement Wallonie, qui était présidente depuis qu'elle est devenue ministre écolo. Franchement, ce qu'elle nous pond pour les communes, c'est un scandale. C'est un scandale. Elle remet des obligations administratives en permanence. Et en fait, la fille, elle n'a jamais fait une ombre de politique locale, parce que c'est pas bien la politique locale. Ce sont que des barons, des personnes qui s'en foutent plein les poches, alors que c'est totalement faux. Écolo a beaucoup ça par rapport à la politique locale. Un bourgmestre, ça sent pas. D'ailleurs, ils ont peu de bourgmestres. C'est pas noble. C'est pas noble mettre les mains dans le cambouis. On préfère les belles idées idéalistes, etc. Et moi aussi, je suis un idéaliste. Mais le problème, c'est que je trouve que les gens, ils devraient mettre les mains dans le cambouis, parce que ce qui nous pompe pour le moment, c'est un scandale. Ce que Mme Mistellier fait pour eux. Il y a un décalage. Oui, bien sûr. Et même quand les ministres ont été bourgmestres, etc., ils doivent se battre eux-mêmes contre leur administration pour essayer qu'ils mettent moins de contraintes aux pouvoirs locaux. Mais les pouvoirs locaux, c'est la porte d'entrée de tout le monde. Chaque personne doit aller à un moment un jour à sa commune. Et donc, s'ils mettent des contraintes qu'ils n'arrêtent pas, la dernière contrainte, c'était le permis pour les animaux. Alors, je ne suis pas contre l'idée d'un permis pour avoir des animaux. Par contre, le fait que maintenant, c'est la commune qui délivre, et donc on s'appuie sur les communes, et donc ça veut dire que je dois engager un mi-temps pour donner un papier où on sait qu'il n'y a que 32 personnes en Wallonie qui ne peuvent pas avoir le permis. Ça veut dire que je sais bien que moi, dans ma commune de Montvillers, j'ai personne. Tout le monde peut détenir, je dois quand même délivrer. Donc, tu vas acheter un petit chat, tu dois venir, tu dois prendre un rendez-vous, tu dois payer 5 €. Enfin, à un moment, en termes d'efficacité administrative, c'est un scandale, mais je peux en citer des dizaines de cas comme ça. Hein. Et donc, effectivement, je suis convaincu qu'il faut passer par les mandataires locaux, que les mandataires locaux, c'est eux qui devraient prendre le pouvoir plus haut plus tard. On va finir comme on a commencé, avec 3 questions directes. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit que vous auriez dû continuer dans le journalisme ? Alors ça, jamais, parce que j'ai été cassé en fait, j'ai fait un stage à Télécentre, qui est la TV locale dans le Hainaut, et le premier jour de mon stage, il m'a dit « T'as pas une voix qui passe en radio, donc ça ne marchera jamais. » Et puis finalement, en même temps, j'ai commencé la politique, donc je me suis dit, et je suis très content de ne pas avoir fait journalisme. Si les engagés reviennent au pouvoir en 2024 et qu'il y a un dossier que vous pouvez faire aboutir du jour au lendemain sans concession, ce serait quoi ? Alors, changement climatique sans hésiter. Et moi, j'ai ma mesure que j'ai fait dans ma commune, et je pense qu'il faut faire partout. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un accompagnement. Donc, on prenne les gens par la main et qu'il y ait des sortes de tuteurs énergie qui... il va dans une maison et puis il dit voilà, on fait ces travaux-là ensemble. C'est moi qui contacte l'architecte. Je fais tout pour vous. Vous devez juste payer et je vous montre qu'en 10 ans, vous avez rentabilisé. Je suis convaincu qu'on arrive à un stade où il y a juste les personnes qui ont du pognon et qui sont bac plus 6, qui savent remplir un dossier de subside, etc. Même moi, j'ai perdu la prime tellement que c'est compliqué et que les gens ne sont pas du tout aidants à la SOSCS. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il faut payer des gens, et ils auraient peut-être 20 maisons à faire sur l'année. Et on commence à faire ça dans notre commune et ça marche du tonnerre. Des gens qui ne pensaient pas mettre des panneaux photovoltaïques, qui ne pensaient pas isoler leur maison, etc. On les prend par la main. Alors, c'est peut-être de l'assistanat, mais je pense qu'on arrive à un stade où il faut diminuer notre consommation énergétique et que ceux qui voulaient le faire, ils l'ont fait. Maintenant, il faut aller prendre les gens par la main pour le faire. Toute dernière question, Mathieu Perrin, vous ferez quoi après la politique ? Alors, je ferai quoi après la politique ? Moi, en fait, au départ, je suis chanteur et pianiste. Et donc, quand j'étais parti aux États-Unis, j'étais pianiste. Et quand je suis revenu des États-Unis, je voulais faire le conservatoire de piano. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et donc, si j'arrête la politique, j'aimerais bien me lancer dans un projet musical. Alors, j'aurai sûrement un métier à côté parce que c'est pas ça qui va me nourrir. Mais ce que j'aimerais bien, c'est avoir des choses qui me donnent autant de sens que la politique. C'est juste ça que je demande, c'est pas spécialement le pognon. Donc, quelque chose qui me donne du sens. Donc, ça pourrait être même dans le privé, mais il faut avoir du sens. Voilà. Merci Mathieu Perrin. Merci à vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de votre avis, de votre sentiment ou de vos idées. À bientôt.